Donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de l'Amstel Gold Race et évidemment de la Flèche Wallonne. On va aussi parler un petit peu en fin de vidéo de Liège-Bastogne-Liège. Je vais vous donner mon avis, mes pronostics pour Liège et puis donc on va commencer ce débrief avec donc l'Amstel Gold Race. Alors l'Amstel Gold Race, vous savez, c'est une des courses des Ardennaises et une course quand même vachement importante au calendrier pour des coureurs tels que Pogacar et pour l'ensemble des punchers du peloton. C'est une course vallonnée qui ressemble un petit peu à Liège-Bastogne-Liège finalement, même si ça reste quand même moins dur avec moins de dénivelé et une course un peu moins longue aussi. Mais il y avait quand même au départ de cette Amstel Gold Race deux favoris qui se dégageaient. C'est évidemment Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. C'était les deux gros favoris, les deux qu'on attendait le plus. Et donc à une quarantaine de bornes de l'arrivée, c'est vraiment là où la course commence. Alors on sait que UAE a roulé pendant toute la première partie de course justement pour mettre tout le monde un petit peu dans le dur, faire qu'il y ait moins de coéquipiers dans les autres équipes et pour que Pogacar puisse attaquer. Sauf que c'est pas lui qui attaque en premier, c'est Julien Alaphilippe qui cale une magnifique attaque. Pogacar saute immédiatement dans la roue. Je pense que d'ailleurs Pogacar voulait attaquer à ce moment-là, mais que Alaphilippe était un tout petit peu devancé d'à une seconde près, je pense, puisque Pogacar s'apprêtait à partir aussi. Mais voilà, attaque d'Alaphilippe, Pogacar suit, et à ce moment-là, on se dit tous, devant notre télé, pourquoi pas, est-ce que Julien a les capacités, s'il attaque, c'est qu'il doit avoir quand même des jambes, bon, finalement, on est déçu à la fin, mais au moins il aura essayé, je pense qu'il est en train d'essayer de se mettre en jambes, pour Liège notamment, puis il essaie aussi de se mettre en jambes par rapport à la Flèche Wallonne. Mais non, ouais, très belle attaque de sa part, malheureusement derrière ça tient pas, Pogacar qui suit accélère un petit peu plus dans la montée suivante et Julien n'arrive pas à tenir. Il explose complet, il finit, je crois, à la 20e place, un truc comme ça, donc c'est pas terrible évidemment. Mais il a fait ce qu'il devait faire en soi, parce que je pense qu'il a voulu essayer d'aller jouer la gagne, même si c'était peu probable qu'il en soit capable. Mais ça fera des belles images, des beaux souvenirs, parce que c'est vrai que bon, le Alaphilippe actuel, c'est plus Alaphilippe de 2019, hein, ni de 2020 ou 2021, où on le voyait vraiment très fort. C'est plus la même chose. Et puis il y a aussi des mecs en face qui sont super forts. Donc Pogacar se retrouve très rapidement à seul en tête de course. 30 bornes donc de l'arrivée, il est seul. Il roule et derrière ça essaie de s'organiser pour rentrer sur Pogacar. Ça maintient un écart entre d'abord 10 et 20 secondes, puis derrière entre 20 et 30 secondes et même à 30 secondes, 30, 40 secondes, même des fois à certains moments. Et ça a du mal à s'organiser et Skelmose passe à l'attaque derrière. Il arrive à sortir, il se rapproche à 25 secondes de Pogacar. Et Remco Evenepoel réagit un petit peu à contre-temps, hein, 5 ou 6 kilomètres plus tard. Il attaque lui aussi, parvient à rejoindre assez rapidement Mathias Skelmose. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux ensemble à la poursuite de Pogacar. Alors, petit point quand même sur Remco Evenepoel. En début d'étape, il est tombé. Remco Evenepoel, il a su rentrer dans le peloton. Il a su se replacer, mais malheureusement, au moment où Pogacar et Julien Alaphilippe passent à l'attaque, Remco Evenepoel n'est pas placé. Alors là, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Remco Evenepoel était mal placé parce qu'à ce moment-là, il se sentait pas bien, ou alors tout simplement, il était juste mal placé, comme ça peut être le cas pour Mathieu Van Der Poel, par exemple, sur le Tour des Flandres, où on le voyait souvent mal placé, et ce qui va peut-être lui coûter la victoire derrière sur le Tour des Flandres. Donc moi, c'est ça aussi la question que je me suis posée. Est-ce que Remco était trop mal placé? C'est ce qui a fait qu'il a pas pu suivre Pogacar à ce moment-là de la course. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est juste une erreur de placement, hein, pas autre chose. Je pense que les jambes, il les avait au vu ce qu'il a montré derrière. Mais ouais, c'est un petit peu décevant qu'il ait pas suivi parce que je pense que ça aurait donné une toute autre étape. Et on a eu un vrai duel entre les deux. Finalement, il y a eu une petite surprise quand même. Vachement intéressante. Bref, on a passé cette petite aparté par rapport à Remco Evenepoel et sa chute sans gravité, juste un peu raflé au niveau du coude, mais rien de cassé, il a pu repartir. Il donc se retrouve avec Mathias Kielmose à la poursuite de Pogacar. Alors pendant le moment, il reste aux alentours de 20 secondes, ils n'arrivent pas réellement à rentrer sur Pogacar. Et puis il se rapproche petit à petit, 15 secondes, 13 secondes, 10 secondes. Et Pogacar, on le voit hésiter tout simplement. Est-ce que je me relève? Est-ce que je me relève pas? Est-ce que je vais au bout? Est-ce que je vais pas au bout? Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre? Et finalement, Pogacar se rend compte que c'est trop compliqué et qu'il d'y aller seul. Et il préfère se relever et attendre les deux autres derrière lui, qui étaient à 8 secondes à peine. Donc il valait mieux qu'il se relève plutôt qu'il se crame. Il se retrouve avec eux, il va refuser de passer des relais. Parce que bien évidemment, lui, il a fait tout le tap en solitaire pendant 30 bornes. Enfin, allez, ouais, si 30 bornes. Il a fait 30 bornes en solo. Et là, du coup, il se dit, je vais m'économiser. Les deux derrière, ils ont pour rouler ensemble. Donc, Remco roule. Skelmose un petit peu, mais Skelmose pendant toute la poursuite en fait sur Pogacar, c'est celui qui a moins roulé des deux entre Remco et Skelmose, et c'est normal. Skelmose n'était pas le favori, n'était
il faisait même pas partie des outsiders réels en soi. On s'attendait plus à avoir un Tibonaïs du côté de la Lidl Trek qu'un Mathias Kelmose. En plus, Mathias Kelmose revenait de chute, sa grave chute sur Paris dont on avait parlé dans une des dernières vidéos. Et donc non, il a réussi quand même à rentrer. Il se retrouve à 3 donc en tête. Et donc Pogacar finit par passer de relais. Skelmose en passe quelques-uns par-ci par-là. Remco lui passe des relais aussi. Et du coup, il se retrouve à 3 à la Flamme Rouge. Et moi, je me dis, à ce moment-là, est-ce que Skelmose ferait pas mieux d'attaquer? Parce que je me dis, au sprint, ça va être dur d'aller les choper les deux. Ils ont l'air d'être quand même assez forts. Remco Evenepoel avait battu un peu plus tôt dans la semaine Wout van Aert au sprint. Alors ça, Van Aert, c'est pas tip top cette saison, mais quand même. Mais finalement, il ne va pas attaquer. Mathias Skelmose ne passera pas à l'attaque. Il va attendre le sprint. Un sprint provoqué un petit peu par Tadej Pogacar qui fait mine de lancer pour obliger Remco à lancer son sprint parce que Pogacar, sûrement que dans sa tête, il se disait l'homme à battre, c'est Remco Evenepoel et non Mathias Skelmose. Donc Remco Evenepoel lance son sprint. Pogacar prend très rapidement la route, bien évidemment. Déboîte. Et Mathias Skelmose joue très bien le sprint. Il reste derrière lui, se décale à gauche et lance son sprint. Et là, on arrive sur la ligne. Remco Evenepoel est largement battu par les deux autres. Il n'y a plus d'une roue d'écart. Et le duel, donc, c'est entre Mathias Skelmose et Tadej Pogacar. Et c'est Mathias Skelmose, la surprise générale, qui s'impose au sprint face à Tadej Pogacar. Alors, à quoi est due cette défaite de Pogacar? Sûrement au fait qu'il ait fait beaucoup de courses depuis le début de la saison. On rappelle qu'il vient quand même de sortir de Roubaix, donc il a eu une semaine de repos. Est-ce qu'il a pas totalement récupéré aussi? Parce que c'est vrai que sur Roubaix, on l'avait un petit peu dans le dur quand même à certains moments. Est-ce que l'accumulation des courses comme celle-là, comme les classiques, etc., est-ce que ça lui a peut-être pas un petit peu coûté cher? Je pense que si, je pense que ça lui a coûté un petit peu cher. Et c'est peut-être ce qui lui a coûté la victoire d'ailleurs sur cet Assel Race. Maintenant, on n'a rien à retirer à la victoire de Mathias Skelmose, qui aurait été vraiment ultra impressionnant pendant toute la course. Hein. Franchement, réussir à battre Pogacar, Remco Evenepoel, c'est du très grand Mathias Skelmose. Et honnêtement, pour un jeune coureur de sa trempe, j'ai très hâte de le voir à plus haut niveau. Franchement, le voir plus en tant que leader, à un meilleur niveau tout simplement, parce qu'il est jeune et il lui reste encore beaucoup à apprendre et à faire. Donc non, j'ai hâte de le voir sur des courses un peu plus peut-être longues aussi, sur des courses par étapes, voir ce que ça donne, parce que c'est peut-être ça où il va avoir plus de mal. Mais en tout cas, il vient remporter quand même une classique de renom, l'Amstel Gold Race, et une des Ardennaises, évidemment. C'est un super résultat pour le Danois. Et on est donc parti à présent pour le débrief de la Flèche Wallonne, une course où il n'y a pas non plus tant de choses à dire que ça, mais quand même une petite analyse qui peut être importante par rapport à certains coureurs. On va commencer alors avec Tadej Pogacar. Alors, tout d'abord, bon, le parcours se prêtait pas et se prête jamais réellement à des attaques de loin. On a vu surtout l'équipe de Remco Evenepoel rouler pendant un moment, la Soudal Quick-Step. On a vu aussi les UAE se mettre à l'œuvre sur la fin de l'étape. Et donc Tadej Pogacar qui est donc venu s'imposer d'une manière ultra impressionnante, hein, assis sur la selle quasiment tout le long de la montée. Il s'est quasi jamais mis en danseuse et il remporte l'étape assez rapidement, assez facilement avec un écart record depuis 1985. Un coureur n'avait pas gagné avec autant d'avance sur le second. Kevin Vauquelin aussi qui aura fait une superbe étape. Mais voilà, tout ça pour dire quand même que il a été impressionnant, Tadej Pogacar, emmené par ses coéquipiers, notamment par Yann Christen qui aurait été peut-être le coureur le plus impressionnant derrière Pogacar. Il a fait un taf énorme pour Tadej et j'ai hâte de voir un Yann Christen en tant que leader. Alors peut-être pas chez UAE, faudrait peut-être qu'il change d'équipe pour ça. Mais le Suisse a fait une forte impression pour une de ses premières sur la Flèche Wallonne. Kevin Vauquelin, on va quand même en parler un petit peu, qui a été ultra impressionnant lui aussi, deuxième de l'étape. Bon, honnêtement, Kevin Vauquelin, dommage pour lui, comme l'an dernier, deuxième de cette Flèche Wallonne. Honnêtement, je pense qu'il a les capacités pour gagner peut-être un jour la Flèche Wallonne, je sais pas, hein, mais en tout cas, si Pogacar n'était pas là, c'est sûr qu'il l'aurait gagné, mais il lui manquait pas grand-chose. Il a quand même été assez impressionnant. Le coureur qui m'a énormément déçu, ça reste Remco Evenepoel qui finit que 9e seulement après avoir roué tous ses coéquipiers, après avoir fait une superbe Alcem Gold Race, après avoir gagné la Flèche Provence. Je m'attendais à voir un Remco Evenepoel quand même assez impressionnant, ce n'a pas été le cas du tout. Au coureur français, un petit peu déçu de certains coureurs, notamment Julien Alaphilippe, que j'attendais un peu plus haut quand même, qui finit, je crois 21e, 21e, 22e, un truc comme ça. Donc un petit peu déçu par rapport à Julien. Surtout après ce qu'il avait monté sur l'Amstel, il avait tenté une attaque de loin, il a fini 20e, il a quand même tenté des trucs. Alors Julien, ce qui lui a manqué, c'est des jambes, peut-être aussi, peut-être qu'il était pas à 100 au niveau des jambes, aujourd'hui sur cette Flèche Wallonne.
Et ce qui lui a manqué aussi, c'est peut-être une équipe autour de lui. C'est-à-dire qu'il était seul pendant quasiment toute la course. Il faisait froid aussi, la température, la pluie, on sait que c'est pas forcément en faveur de Julien. Il aime bien quand il fait une météo, un petit peu, en mode de printemps, où il fait beau, il fait pas trop, chaud ni trop froid. Mais ouais, je pense que le fait qu'il fasse froid et qu'il pleuve, c'est peut-être pas ce qui lui a convenu le plus, surtout qu'il est pas de grande taille, il est pas épais non plus. On a vu un Lenny Martinez aussi qui était un petit peu dans le dur dans cette montée. On a vu surtout dans la côte de Chirac où on voyait un Lenny Martinez dans le dur. Après les Français, sur cette flèche wallonne, c'est pas si mal, c'est 2e, 4e et après je crois qu'il y en a un autre Français dans le top 10, mais bon aussi la 4e place de Lenny Martinez qui aurait été impressionnant. Lenny Martinez, hein, malgré le fait que la température soit très mauvaise, qu'il ait eu des difficultés, un passage un petit peu compliqué à un moment, il a su finir l'étape correctement et c'est quand même ça qui est impressionnant de son côté. Honnêtement, Lenny Martinez m'a vraiment impressionné. Puis aussi Tom Pidcock, hein, qu'on avait vu un petit peu en difficulté, sur la flèche wallonne quand même à un certain moment, il vient quand même faire 3e de cette flèche wallonne et je trouve ça quand même, intéressant de sa part et ouais, non, Tom Pidcock impressionnant aussi. Mais un Pogacar, voilà, vraiment au-dessus du lot. On passe maintenant quand même à un événement, triste, on va dire, de cette course, c'est la chute de Mathias Kielmose, qui tombe assez lourdement. Alors la course était quand même assez particulière par rapport aux conditions météo. On a vu, les bandes blanches, hein, c'est ça qui a coûté sûrement cher à Mathias Kielmose ou même la route était complètement mouillée et bah, on a vu, Mathias Kielmose partir à la faute, et se ramasser complètement par terre. Il s'est fait quand même assez mal. Alors j'ai pas plus de nouvelles que ça, par rapport à lui. Je sais pas si, il a cassé quelque chose, s'il s'est cassé quelque chose ou quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Après ce que j'avais vu sur l'Amstel, j'avais quand même pas mal d'attentes, sur ce Mathias Kimmo. Je m'étais dit: «Waouh, il va faire une belle course, il y a moyen qu'il fasse un truc sur la flèche». Malheureusement, c'est pas le cas. J'espère qu'il reviendra en bonne forme pour Liège, il y a rien de cassé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand il s'est relevé, on voyait qu'il avait mal, qu'il saignait pas mal de la jambe, enfin bref, c'était compliqué pour Mathias Kelmose. Il a essayé de repartir et je pense qu'il a dû abandonner, quelques minutes après. On l'a pas vu à la télé, mais je pense que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'a dit, Laurent Jalabert et Marion Rousse et Alexandre Pasteur, il a dû s'arrêter au bus en fait. Il a fini juste, le tour pour, s'arrêter à son bus et que ce soit plus facile pour lui. Mais ouais, dommage pour Mathias Kelmose, un petit peu déçu pour lui. J'espère qu'il va bien se rétablir et qu'il sera là pour Liège et pour performer évidemment sur Liège. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a pu débrief l'Amstel, on a pu débrief la Flèche Wallonne. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour le débrief de Liège-Bastogne-Liège. J'ai hâte d'aller voir cette course Liège-Bastogne-Liège. Honnêtement, je pense que bah, Pogacar va probablement s'imposer, mais attention, on sait jamais. Il suffit que Skelmose soit revenu un peu en forme ou que Remco Evenepoel soit en forme. Ça peut suffire à faire la différence. On n'est jamais à l'abri. C'est une classique, c'est un monument. C'est jamais écrit à l'avance, même une chute, même une crevaison. Tout peut se passer sur Liège-Bastogne-Liège. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Cycling Dream. Allez, bye la team.